On va pas se mentir, en ce moment, on s'ennuie à mourir sur le marché crypto. Où sont les hausses explosives dont on nous avait parlé? Où sont les courbes paraboliques sur les altcoins? Où sont les gains exponentiels qu'on nous avait promis? Volatilisé. Tout comme l'engouement, l'espoir, la hype et le bonheur sur ce cycle. Comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo, une des grandes raisons à cela est que le retail qui est arrivé sur ce cycle l'a fait via les ETF et n'a donc pas à proprement parler mis un pied dans l'écosystème crypto. Ils ont acheté via leur CGP des bouts d'ETF en se disant qu'ils avaient acheté du Bitcoin, mais ces investisseurs, auparavant, avant l'existence de ces ETF, comment ils auraient fait? Eh ben, ils auraient dû se créer un compte sur un exchange crypto comme tout le monde. Et de ce fait, découvrir vraiment l'écosystème. Pas juste l'idée d'avoir trempé son orteil. Et en allant sur un exchange, ils avaient beaucoup plus de choix, notamment sur des choix d'altcoins. Et c'est d'ailleurs comme ça que la hype sur les altcoins prenait. Beaucoup d'investisseurs cherchaient des rendements supérieurs au Bitcoin. Et vu qu'ils étaient déjà dans l'écosystème, grâce à leur compte sur les exchanges, eh bien ils participaient à la hype sur les altcoins en achetant. Sur ce cycle, en restant sur les ETF, ces mêmes investisseurs n'avaient pas d'autre choix que de rester sur le Bitcoin, voire Ethereum pour les plus aventureux. Et nous alors, qui croyons en l'écosystème depuis des mois, des années, il est quand notre moment de bonheur? Elles sont où les paillettes, Kevin? Franchement, à part les bitcoins maximalistes, sur ce cycle, tout le monde est en PLS. L'alt season, ça fait 11 mois qu'on l'attend, et comme expliqué juste avant, c'est même pas dit qu'elle arrive un jour. Alors, heureusement, ce n'est pas la seule façon de gagner de l'argent en crypto. Et oui, comme beaucoup, j'ai commencé dans la crypto en achetant quand j'estimais que c'était bas. Oh! En vrai, au début, j'ai FOMO comme tout le monde. Et j'ai bien évidemment revendu quand j'estimais que c'était haut. Oh! En vrai, j'ai rien vendu du tout car j'étais trop greedy. Et quand on fonctionne comme ça, bah déjà ça s'appelle du boursicotage, mais non seulement faut avoir du flair, mais aussi et surtout faut avoir de la chance. Car 90% des projets qui étaient en hype l'an dernier se retrouvent à la cave aujourd'hui. Donc t'as beau diversifier, c'est pas dit que tes paris gagnants rattrapent tes paris perdants. Mais alors Jay, c'est bon, ta couche? Comment tu fais de l'argent en crypto même quand ça chute toi? Eh ben bouge pas, c'est exactement ce que je vais t'expliquer pas à pas dans cette vidéo. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. Alors pour commencer, sache que je vais pas te mentir, le trading c'est pas simple. Tu vas pas devenir millionnaire en 3 mois et tu vas pas claquer la Lambo pour tes 18 ans. Le trading c'est un jeu de statistiques et de probabilités. Ce n'est pas espérer faire un gros coup et braquer la caisse qui te rendra riche. Ce n'est que lorsque tu auras compris cela que tu seras rentable. Bon, dans cette vidéo, pas de blabla, pas de montage et d'animation, je vais te montrer de manière la plus simple possible comment trader les cryptos, en quoi ça consiste et comment tu peux toi aussi essayer de reproduire ça chez toi avec un petit capital et le faire grossir petit à petit. À la fin, tu auras une feuille de route précise pour te lancer toi aussi sans prendre trop de risques. Alors tout d'abord, le trading c'est quoi? Sans rentrer dans les graphiques, dans l'esprit des gens, trader c'est boursicoter, c'est-à-dire on va acheter un certain montant, là par exemple 100 $, et quand l'actif aura pris 5%, donc 5 $, eh ben on va le vendre. On aura gagné 5% sur notre mise de départ. Donc imaginons là qu'on avait acheté 100 tokens comme ça à 100 $, le token a pris 5%, et ben on a gagné 500 $. Sauf que si tu as bien calculé 100 tokens x 100 $, ça fait 10 000 $. Ça veut dire qu'il faudra déjà que tu arrives avec un capital de 10 000 $, et tout le monde ne les a pas. Ça c'est quand on compte sur la variation intrinsèque de l'actif. C'est du boursicotage, et en crypto on appelle ça du spot, quand on achète de l'actif réel. Mais heureusement en crypto il existe ce qu'on appelle les futurs. Les futurs, à l'inverse du spot, c'est un contrat qui réplique le prix de l'actif, mais on ne le possède pas réellement. Alors que le spot, quand tu achètes du Bitcoin, bah tu possèdes ton Bitcoin, tu peux le rapatrier sur ton wallet. Sur le spot, il n'y a pas d'effet de levier. Sur les futurs, tu peux effectivement trader avec du levier. x5, x10, x100, voire plus sur certains exchanges. Et c'est cet outil qui fait vachement peur, que je vais t'expliquer, mais qui va nous permettre de trader le plus confortablement possible. Puisqu'il va nous permettre de ne laisser qu'un petit capital sur les exchanges, donc on est moins exposé au risque, mais qui va nous permettre de prendre des positions plus importantes pour effectivement faire des profits significatifs. Quand tu achètes du spot, tu ne peux que parier dans un sens, parce que tu paries à la hausse. Forcément, si tu achètes, c'est que tu estimes et que tu espères que le prix de l'actif va augmenter, alors qu'en futur, tu peux parier à la hausse ou parier à la baisse. C'est un contrat. Évidemment, quand tu achètes du spot, il n'y a pas de risque de liquidation, sauf si l'actif repart à zéro. Mais bon, en ce qui me concerne, je ne trade que le Bitcoin, et le Bitcoin, pour qu'il arrive à zéro, bon, il y a de la marge. Et alors, en futur, il y a effectivement un risque de liquidation, mais ça, c'est seulement si tu ne sais pas sizer ta position. Et ça, c'est quelque chose que je vais t'apprendre un peu plus tard dans la vidéo. Tu l'auras compris, le spot, c'est plutôt pour de l'investissement long terme, alors que le futur, c'est plutôt pour du trading actif, c'est de la spéculation à court, moyen terme. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va parler des différents types de trading. On peut dire entre guillemets que l'investissement, c'est un peu un type de trading. Et donc celui qui achète du spot, pour le garder pour plus tard, quelque part, il trade un petit peu puisqu'il parie sur le fait que l'actif va augmenter et donc il va espérer le revendre plus cher un jour. Donc ça, c'est vraiment pour le débutant ou pour le mec qui n'a pas du tout le temps de trader. À partir du moment où tu vas passer sur les futurs, là, effectivement, tu vas passer dans la catégorie des traders actifs. Et donc, le premier trader, c'est celui que j'appelle le trader débutant. Imaginons qu'il démarre avec un capital de 1000 $. Lui, il se dit, bon, sur le spot, j'ai pas eu beaucoup de chance. En plus, les profits, même si ça part dans mon sens, bon, les gains sont ridicules. Moi, je veux trader les futurs et je veux mettre du levier. Et comme débutant qu'il est, il va prendre tout son capital, il va le mettre en levier x25. Il contrôlera donc une marge de 25 000 $. Le problème, c'est que
en exposant tout son capital en levier 25, si le prix bouge de 4% dans la mauvaise direction, il se fait liquider. Et ça peut même être pire, regarde, en levier x5, il faut une variation de 20% pour être liquidé. En levier x10, une variation de 10%. En levier x50, une variation de 2%. Et en levier x100, si tout ton capital et ta marge sont exposés, il suffit d'une variation de 1% pour te faire liquider. Donc trader comme ça, entre guillemets, parce que j'appelle pas ça du trading, pour moi c'est du casino, et ben c'est hyper risqué. On en vient du coup maintenant aux traders un peu plus expérimentés, mais du coup c'est le trader qui sait pas trop trader, mais qui est quand même cupide. Il a toujours le même capital de 1000 $, mais qu'est-ce qu'il va faire? Un petit peu plus malin, il va diluer son risque. Déjà, il va placer plusieurs positions, donc sur plusieurs tokens différents. Par exemple, 100 $ sur le Solana, 100 $ sur le Cardano, 100 $ sur le Ripple, 100 $ sur le NIR, 100 $ sur le Tao, etc. Et donc chaque position, il va les mettre en marge isolée. C'est-à-dire que chaque position sera indépendante des autres. Elles ne vont pas fonctionner comme des vagues communicants. Pour se faire liquider la totalité de son capital, il faudrait que toutes ces positions soient liquidées en même temps. Et ça, il y a peu de chances que ça arrive, sauf sur des mèches comme ça, comme le 10 octobre, où on est venu rincer tout le monde. Et là, l'open interest avait perdu un tiers de sa valeur. On était passé de 45 milliards à 30 milliards. Mais a priori, il y a effectivement moins de chances de se faire liquider en totalité comme ça, que si on avait exposé tout son capital sur une seule position en levier x25. Et donc chaque position, il va les mettre en levier x5, et dans ce cas précis, il faudrait que chaque position parte dans la mauvaise direction de 20% pour se faire liquider. Et donc si tu te demandes s'il se serait effectivement fait liquider le 10 octobre, la réponse est oui, puisque la plupart des altcoins ont perdu plus de 50%. On a même Atom qui a perdu 99,99% de sa valeur. En quelques heures en plus. Donc là, dis-toi qu'il y a même des mecs qui étaient en levier x2, donc qui pensaient être super safe, qui se sont fait liquider. Pourquoi? Parce qu'on a dépassé les 50% de variation. Donc tu vois, cette technique, elle est un peu plus safe, mais pas tant que ça non plus. Si les exchanges ont décidé de te liquider, tu te fais liquider. D'autant plus qu'en tradant comme ça, tu ne sais pas réellement trader. En fait, tu ne fais que parier à la hausse quand il y a un petit moment de hype, comme la plupart des influenceurs d'ailleurs. Sans citer de nom, il y en a beaucoup qui attendent que le marché commence à passer vert, hop, ils vont passer du capital en marge isolée comme ça, avec un petit peu de levier, ils vont montrer sur leur réseau, ah regardez les gars, j'ai long tel crypto, etc. Sauf que la plupart du temps, en fait, ils ne tradent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent que trader comme ça. Ils ne savent pas en réalité parier à la hausse ou à la baisse. Parce que le marché, qu'est-ce qu'il fait? Regarde, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Et donc quoi, on attend à chaque fois que le marché commence à partir à la hausse pour aller peut-être essayer de gratter cette hausse-là. Et quand ça se retourne, on fait plus rien, on attend que effectivement on reparte à la hausse pour pouvoir reparier. Et si ça remonte pas? Et s'il y a plus de hype? Comme d'ailleurs, il n'y en a pas vraiment eu sur ce cycle. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, on attend, on reste assis sur ses mains? Bah non. Le marché nous donne des opportunités tous les jours. Et donc du coup, on en vient au trader expérimenté, qui lui va prendre son capital de 1000 $ effectivement. Alors je te dis 1000, mais ça peut très bien être 100 $. Et il va le mettre en levier max, en levier x100 par exemple. Mais sur les exchanges sur lesquels je trade, moi, tu peux monter à 125 ou même 150. Et tu verras que plus ton levier est élevé, plus tu es safe. Pourquoi? Parce que moi, ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo, c'est à sizer ta position, c'est-à-dire à mesurer ton risque. Moi, par exemple, mon risque, il est de 100 $. Et je sais que quel que soit le trade que je vais prendre, je perdrai effectivement 100 $. Je n'ai aucun risque de liquidation. Pourquoi? Parce que la taille de la position que je vais prendre, par rapport à ma marge totale, qui sera donc de 100 000 $ si j'ai 1000 $ en levier x100, eh ben, elle sera ridicule. Je vais prendre une position peut-être de 10 000 $ par rapport à 100 000, et du coup, j'aurai énormément de marge par rapport à ma position. Donc, je vais être très loin de la liquidation. Si en revanche, j'augmente la taille de la position comme ça, et que par exemple, je prends une position qui vaut 99 000 $ sur mes 100 000 $ de marge, là, j'aurai un risque de liquidation. Pourquoi? Parce que quand on prend une position, on paye des petits frais. Et également, dans le trading, il y a ce qu'on appelle une marge de maintenance. C'est une marge que se réserve l'exchange pour avoir le temps de liquider ta position avant qu'on arrive à consommer entièrement ta marge. En plus de ça, il y a ce qu'on appelle aussi du slippage. C'est très léger. C'est la différence de prix entre l'ordre que tu auras mis et l'exécution réelle. Parce que des fois, le marché bouge tellement vite qu'effectivement, il y a une toute petite variation et cette variation s'appelle le slippage. Et donc, si tu laisses très peu de marge comme ça, tu as un risque de liquidation. Tu auras beau avoir mis un stop loss, étant donné qu'en fait, avec le slippage, avec la marge de maintenance et avec les frais, ta marge en réalité, elle sera diminuée. Tu le verras pas toi, mais elle sera diminuée. Du coup, ta taille de position sera plus importante que ta marge réelle. Du coup, si tu as mis ton stop loss ici, là je te le schématise comme ça, mais t'inquiète pas, je vais bien te le montrer graphiquement comment ça fonctionne, et bien en fait, là tu pourras te faire liquider. Du coup, le trader expérimenté, il fera toujours attention à ce que la taille de sa position soit toujours minime par rapport à sa marge. C'est là le secret du trading safe avec un petit capital, sans risque de liquidation. Alors, parmi les traders expérimentés, je vais te distinguer deux types de traders. Les swing traders et les scalpers day traders. Ces deux-là, je les rentre à peu près dans la même catégorie, mais tu verras, il y a quand même une petite différence. Alors, les swing traders, ils vont prendre des positions qui peuvent durer plusieurs jours à plusieurs semaines. Alors qu'en scalping et en day trading, généralement, ça dure quelques minutes, voire quelques heures si c'est du day trading. En swing trading, généralement, on prend 1 à 3 positions par semaine, alors qu'en scalping, on prend beaucoup plus de positions, jusqu'à des dizaines par jour.
Le swing trading, c'est un style qui est basé sur les tendances à moyen terme, alors que le scalping et day trading, c'est basé sur la micro-volatilité et la liquidité immédiate. En swing trading, on fait de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale. L'analyse technique, c'est que ce qu'on voit sur les graphiques. L'analyse fondamentale, on prend également en compte toutes les données macroéconomiques et la géopolitique qui peut effectivement affecter les marchés. Par exemple, acheter du pétrole au moment où une guerre se déclenche au Moyen-Orient, c'est pas une mauvaise idée. Alors que le scalping et le day trading, c'est de l'analyse technique pure. Alors il y a certains scalpers qui vont trader les news, donc ils vont attendre une news macroéconomique. Par exemple, l'approbation d'un ETF sur un altcoin particulier, comme Solana récemment. À la minute même de l'approbation, ils vont ouvrir un pari à la hausse et ils vont le fermer quelques minutes plus tard. Effectivement, si tu regardes Hbar, mardi son ETF a été validé, dans la foulée, il a pris 25%. Mais bon, pour moi, ce type de trading, c'est un petit peu du casino. Parce que selon la news, parfois, ça peut partir dans un sens ou dans l'autre. Et alors, en swing trading, l'analyse se fait généralement sur des time frames qui vont aller de H1 à daily. C'est-à-dire que quand on va regarder le graphique, chaque bougie représentera 1 heure, 4 heures ou une journée. Alors qu'en scalping ou en day trading, on va faire notre analyse généralement sur du M5, donc en 5 minutes, ou du M1 pour la prise de position. Alors après, il y a quelque chose qui est très vrai. En swing trading, les frais de trading sont moins impactants. Puisqu'on prend des positions beaucoup plus larges, les frais sont donc moins importants. En scalping et en day trading, on va prendre des positions qui sont beaucoup plus grosses, puisqu'on va essayer de capter des petits moments, des petites volatilités, et donc les positions sont plus importantes, donc plus de frais. Et en plus de ça, on fait plus d'opérations, donc forcément, les frais de trading sont très importants à prendre en compte dans notre bilan global pour calculer sa rentabilité. Mais ça, encore une fois, je vais te l'apprendre un peu plus tard dans la vidéo. Et alors là, on va rentrer un petit peu dans un cliché, puisqu'on va dire que le profil de type trader pour le swing trading, il est patient, stratégique, et il a peu de temps libre à accorder au trade, alors que le scalper, il est réactif, concentré, et il aime l'adrénaline et le court terme. En réalité, c'est pas complètement vrai. Pourquoi ? Parce que quand tu scalpes, généralement, tu vas scalper sur une session. Tu vas te caler sur la session boursière de New York ou de Londres. C'est là où les actifs et surtout la crypto sera beaucoup plus volatile, puisqu'il y aura beaucoup plus de volume échangé à ces moments-là. Et donc, en fait, tu vas trader 1 à 2 heures par jour, et après, tu es libre tout le reste de ta journée. Du coup, ça permet d'avoir plusieurs activités, comme moi, par exemple. Sur la première partie de la journée, je travaille sur les vidéos, et dès que la session de New York commence, je passe sur le trading. Alors c'est vrai que quand on est swing trader, on accorde encore moins de temps à trader, mais le problème avec le swing trading, c'est que surtout quand tu débutes, les trades vont prendre beaucoup trop de temps à se réaliser. Et quand tu débutes, tu as besoin de savoir en réalité si ta stratégie, ta lecture, si ton analyse est bonne. Et si quand tu passes un trade, tu dois attendre plusieurs semaines pour savoir si effectivement il est gagnant ou perdant, t'apprends pas vite en fait. Alors qu'en scalping ou en day trading, généralement t'as ta réponse au bout de quelques minutes ou quelques heures. Et ça te permet d'enchaîner des trades pour prendre de l'expérience. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et en trading, on n'y échappe pas. Ce n'est que en tradant qu'on devient meilleur trader. Surtout que plus on trade, plus on travaille sa psychologie. Et ça, encore une fois, je vais t'en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors maintenant que tu as compris en quoi ça consistait le trading, je vais te montrer les outils dont tu auras besoin pour commencer à t'initier. Le premier outil, c'est l'outil d'analyse technique, TradingView. Tu vas sur le site tradingview.com, tu te mets en français si tu comprends rien à l'anglais, tu cliques sur produit et super chart. Par défaut, il va te faire arriver sur le CAC 40. Évidemment, ça nous intéresse pas. Tu vas cliquer ici en haut à gauche et là, tu vas taper BTC pour le Bitcoin contre l'USDT et le dollar numérique. C'est l'actif contre lequel on va trader le Bitcoin. Et à la fin, tu vas taper .P. Pourquoi ? Parce que ce sont les contrats perpétuels qu'on va aller trader. Moi, je te conseille de prendre celui de Binance, puisque c'est celui sur lequel il y a le plus de volume. Mais tu peux prendre également celui de ton exchange préféré. Moi, même si je ne trade pas dessus, je prends quand même celui de Binance. Et là, tu vois, par défaut, l'actif, il va être affiché en daily. Donc, ce sera plutôt adapté à du swing trading. Moi, ce que j'aime faire, c'est cliquer sur le petit dé comme ça, et je viens choisir, en fait, les time frames qui m'intéressent. Alors, moi, sur la mienne, j'affiche 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, 1 jour, 1 semaine. Et donc tu vois, ici maintenant j'aurai directement le choix de la time frame que je veux. Et là pour le coup on est en 5 minutes, ça veut dire que chaque bougie représente 5 minutes. Cet outil va nous permettre d'identifier des tendances. Par exemple, tu peux utiliser le trait comme ça pour définir qu'effectivement on est en tendance baissière. C'est-à-dire qu'on fait des plus hauts qui sont de plus en plus bas, mais des plus bas qui sont également de plus en plus bas. Selon la théorie de Dow, c'est ce qu'on appelle une tendance baissière. Sur ce même menu ici, en haut à gauche, tu auras également ce qu'on appelle un canal parallèle. Et donc là, au lieu de tracer que cette ligne, tu peux aussi tracer le canal, comme ça par exemple. Je te montre juste pour te montrer l'outil, mais c'est pas forcément un canal là, tu vois. Et donc pareil, ces outils, tu peux les mettre en favori. Hop, ici la petite étoile, ici la petite étoile. Et donc tu vois, tu auras un menu avec directement tes outils favoris. Moi en favori, je mets également la position longue, la position short, la VWAP ancrée, le profil de volume à gamme fixe et la plage de date et de prix. Tu verras un peu plus tard, mais j'utilise aussi le retracement de Fibonacci et l'outil rectangle pour pouvoir tracer mes zones d'intérêt. Ensuite, le deuxième outil dont tu auras besoin, c'est d'un exchange. C'est une plateforme sur laquelle tu vas pouvoir effectivement placer tes trades et parier à la hausse ou à la baisse sur un actif. Moi, comme tu le sais sur la chaîne, je ne vais te proposer que les exchanges sur lesquels moi-même je trade. Il est hors de question que je chill un exchange que je n'utilise pas moi-même. Et donc, le premier exchange sur lequel je trade, c'est BingX. Si tu es un habitué de la chaîne, tu sais que c'est mon exchange coup de cœur et que je trade dessus depuis le mois d'août et que j'en suis très satisfait. L'interface est simple, claire,
fluide, il y a de la liquidité, donc ce dont je te parlais tout à l'heure, le slippage, il est quasiment inexistant. En plus de ça, si tu utilises mon lien de parrainage, évidemment, tu vas bénéficier de bonus exclusifs, jusqu'à 10 800 $ de bonus de trading. Quand on a un petit capital pour commencer, c'est idéal pour pouvoir le faire grossir. Le deuxième exchange que j'utilise, c'est BitGet. Là, tu vois, pareil, j'ai des sous dessus. Et là, tu peux même voir les positions que j'ai call sur mon Discord quelques heures avant. Là, tu vois ici, j'avais call le long comme ça. Un long pourrait se tenter sur le niveau actuel. J'avais mis directement le trade sur le Discord. J'avais effectué le suivi du trade jusqu'à effectivement, il soit gagnant. Et donc, sur ce trade, on pouvait aller chercher 8 R. C'est-à-dire 8 fois notre risque. Là, on voit la performance de Pumpoto qui a suivi le trade. Et derrière, je call le short. Donc, tu vois, les 8 R sont là. On est monté même encore plus haut. Et derrière, je call ce short-là avant même que ça commence à chuter. Et c'était encore 4 R qu'on pouvait prendre sur ce trade. Mais c'est pareil tous les jours. Regarde, tu vois, là, il y avait 2 R. Là, il y avait 2 R encore à prendre. Hier encore, je call un trade sur ce support-là. Paf, on prend 4 R. Quand je parle de R, je parle en fait d'unité de risque. Encore une fois, je vais te l'expliquer tout à l'heure. Mais je termine avec BitGet. Et tu vois, BitGet, si tu utilises mon lien de parrainage, tu peux récupérer jusqu'à 8 000 $ de bonus. Mais j'ai encore mieux, puisque c'est un tout nouveau partenariat. Ils m'ont créé une petite campagne qui va permettre à tous mes affiliés de récupérer du cashback. Et attention, là, c'est directement du cashback. Ce n'est pas du bonus du trading, c'est carrément du cash que tu peux récupérer. Si tu déposes plus de 100 $ et que tu effectues une transaction, n'importe laquelle, tu récupères 10 $. Si tu déposes plus de 500 $ et que tu effectues un trade, n'importe lequel, tu récupères 50 $. Et si tu déposes plus de 5000 et que tu réalises un volume de trading supérieur à 50 000 $, alors attention, 50 000 $, ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, avec le levier, tu verras, c'est très très vite atteint. Et ben là, c'est 500 $ que tu vas récupérer. Et là, je te le rappelle, ce ne sont pas des bonus de trading. Ce sont des USDT qui vont directement être virés sur ton compte. Mais attention, le pool de récompense s'élève à 2000 $ qui vont être distribués selon le principe du premier arrivé, premier servi. Alors si t'as pas encore de compte sur BitGet, dépêche-toi d'aller en créer un. Et on en vient maintenant à la partie psychologie, qui représente selon moi 80% du travail que tu auras effectué pour devenir un trader rentable. Car psychologiquement, dès notre enfance, nous avons été habitués à devenir de mauvais traders. C'est presque même intrinsèque. Car regarde ce concept qui est tiré de la théorie des perspectives de Kahneman et Tversky. En trading, comme dans la vie, l'humain préfère un petit gain certain à un gros gain incertain. Mais à l'inverse, il préfère aussi garder l'espoir d'éviter une grosse perte, c'est-à-dire qu'il va préférer une grosse perte incertaine plutôt que d'accepter une petite perte immédiate, une petite perte certaine. C'est l'inverse que pour les gains. Et en fait, c'est un piège psychologique bien connu. Face à un gain potentiel, on devient prudent. Mais face à une perte, on devient joueur. Kahneman et Tversky ont montré que notre cerveau valorise plus le soulagement d'éviter une perte que le plaisir de gagner. Résultat, on couvre trop vite nos profits et on laisse courir nos pertes trop longtemps. Et de ce concept, qui est en réalité un biais cognitif fondamental, vont découler plusieurs affirmations qui s'avèrent fausses en trading. La première, c'est « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Ça va t'encourager à couper rapidement tes gains. Le deuxième concept, c'est « avoir tort, c'est mal ». Et troisièmement, gagner de l'argent, c'est bien. Et ben, en trading et en psychologie de trading, tu verras que ce n'est pas toujours vrai. C'est même en réalité toujours faux. Sauf gagner de l'argent, si ton trade est correctement exécuté, à ce moment-là, effectivement, c'est bien. Et alors, pour t'expliquer pourquoi avoir tort, c'est mal, je vais t'expliquer ce qu'on appelle le facteur de risque. Là, tu vois, c'est une position de pari à la hausse. C'est l'outil Long Position dont je te parlais tout à l'heure, qui a à peu près cette tête-là sur un graphique. Donc, je te l'ai représenté ici. Et en fait, quand tu poses ton trade, ton entrée va être à la jonction entre le rectangle rouge et le rectangle vert. Ton stop loss, c'est-à-dire le moment où surtout le niveau sur lequel tu estimes avoir perdu ton trade et donc où tu acceptes de perdre le risque que tu avais engagé, c'est le bas du rectangle rouge. Ton take profit, c'est le moment où le niveau où tu auras décidé que c'est là que tu veux prendre tes profits et que donc ton trade sera gagnant. Et donc ce qu'on va chercher à faire en trading, c'est toujours essayer de gagner plus que ce qu'on risque. Donc là, dis-toi que sur cette variation, on va risquer une unité de risque, un R, pour aller chercher 1, 2, 3 R, donc 3 fois notre risque. Et alors, pour faire un petit parallèle avec la psychologie, quand tu ouvres ce trade, au début, ce trade qui te paraît évident et qu'effectivement, waouh, c'est sûr, c'était ça qu'il fallait faire et gagner 3 R, le problème, c'est que psychologiquement, tu as le temps de vivre les montagnes russes. Pourquoi? Parce que quand tu rentres en position, effectivement, tu as raison, le prix part dans ta direction et tu as quasiment gagné un R, une unité de risque. Et là, le trade part dans l'autre sens, jusqu'à quasiment toucher ton stop loss. Donc là, tu es en train de paniquer, te dire « Punaise, pourquoi j'ai pas pris mon profit ici? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. J'aurais dû prendre mes gains et sortir. Punaise, pourquoi je suis cupide comme ça ?» Sauf que si tu as pris ce trade-là, c'est que tu as fait une analyse technique avant et que tu crois en ce trade. Et donc, il faut le laisser courir. Pourquoi? Parce qu'effectivement, une fois qu'il aura bien revisité ta zone rouge, ta zone de perte, mais sans toucher ton stop loss, il est reparti effectivement dans la bonne direction. Donc avant de gagner ce trade-là, tu as eu le temps de vivre les montagnes russes. Et beaucoup auraient coupé là quand on était déjà un petit peu en gain. Mais alors pourquoi je t'explique tout ça? Eh bien tout simplement parce que regarde, imaginons que tu aies placé 10 trades et que sur tes 10 trades, tu en aies 7 qui soient perdants. À chaque fois, tu perds un R, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Au total, tu perds moins 7 R. Mais si tu fais effectivement, comme je te l'ai montré juste ici,
que tu vas chercher plus quand tu gagnes que quand tu perds, et qu'effectivement sur les 3 trades qui sont gagnants, donc tu as un win rate de 30%, et bah tu vas chercher 3,4 R, 4,8 R, 2,7 R. Tout à l'heure, je t'ai montré que sur le Discord, j'ai call la semaine dernière des trades à 8 R, 4 R. Donc là, sur 3 trades, on pourrait très bien se faire 10,9 R et être profitable en ayant perdu 70% du temps. Parce que regarde, on finit au bout de 10 trades à 3,9 R en ayant perdu 7 trades sur 10. Donc non, avoir tort, ce n'est pas forcément mal. Ça fait partie des statistiques. Et je t'ai également éliminé l'exemple du 1 tiers vaut mieux que 2 tu l'auras. Et alors pourquoi moi je pense que ce sont les statistiques qui à la longue vont faire de toi un trader rentable? Bah tout simplement parce que si tu mets tout ça sous forme de tableau, on appelle ça le win rate versus risk-reward ratio. Si dans ta stratégie, tu ne gagnes que 20% du temps et que tu vas chercher à chaque fois un risk-reward de 1 pour 1, t'es en perte, effectivement. 2 pour 1, en perte. 3 pour 1, en perte. 4 pour 1, tu es déjà à break-even. C'est-à-dire que tu perds 80% du temps, et puisqu'à chaque fois, quand tu gagnes, tu vas chercher au moins 4 R, rien que là, tu es déjà à break-even. Si tu arrives à aller chercher 5 R, tu es en profit. Mais plus ton win rate s'améliore, moins les R que tu as besoin d'aller chercher, moins les facteurs de R que tu as besoin d'aller chercher ont besoin d'être élevés. Là, à 30%, si tu vas chercher à chaque fois 3 R, tu es déjà en profit. À 40% de win rate, tu n'as besoin que de 2 R. Et à 50%, si tu vas chercher 1 R à chaque fois, évidemment, si tu perds une fois sur 2, tu es à break-even. Mais dès que tu vas chercher 2 R, tu es en profit. Là, ce que je veux t'expliquer, c'est que tu n'as pas besoin d'aller chercher 90% de win rate. Aucun trader professionnel n'arrive à faire ça. En moyenne, le win rate d'un trader professionnel va se situer entre 50 et 60%. Et comment ils sont profitables? Tout simplement parce qu'ils vont chercher des facteurs de risque plus importants. Et donc, ils vont chercher à gagner plus sur chaque trade que quand ils perdent. Du coup, toi, en tant que débutant, au lieu de penser que la barre, elle est super haute, en réalité, il te suffit d'avoir 40% de win rate et d'aller chercher au moins 2 R. Et ça, je t'assure, c'est pas très dur à aller chercher. Et alors, la dernière affirmation, gagner de l'argent, c'est bien? Eh ben, pas forcément, parce que si t'as pris un trade pour les mauvaises raisons ou que tu agis sous le coup de l'émotion, tu peux gagner de l'argent, c'est possible, mais est-ce que ça en fait un bon trade? Pas forcément. Tu n'auras eu aucune analyse technique derrière et tu vas penser que tu es un bon trader et que tu as une bonne intuition, alors que tu as tout simplement eu de la chance. Donc, gagner de l'argent dans ces conditions, ce n'est pas bien, puisque ça va t'ancrer dans des mauvais biais psychologiques qui peuvent t'amener à perdre beaucoup plus à l'avenir. C'est le genre de biais qui va te donner trop confiance en toi, et donc tu vas prendre un trade là parce que tu vois que l'atome il est en train de monter. Sur les premières heures, tu vas dire ah bah cool, c'est bon, j'ai raison, c'est moi le plus fort, je le savais. Et puis après, le marché va se retourner, et là tu vas dire mais non, c'est bon, ça va repartir, je le sais, ça va repartir. Et du coup, tu vas pas vouloir couper ta perte parce que tu es persuadé que ça ne pourra pas descendre plus bas. Tu vas dire bah non, c'est pas possible, regarde, on est venu déjà beaucoup plus bas que ces bas là. C'est pas possible qu'on aille plus bas. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas même enlever ton stop loss. Sauf que derrière, grosse mèche de liquidation et tu vas te faire liquider et effacer peut-être des semaines voire des mois de gains que tu auras eu avec rigueur et discipline. Donc non, tomber dans ce biais-là, ce n'est pas bien. Et enfin, dernier outil dont tu auras besoin, c'est ce qu'on appelle un journal de trading. C'est un journal dans lequel tu vas enregistrer tous tes trades. Tu rentres le token, la direction, donc long ou short, le prix d'entrée, le prix du stop loss, le prix de clôture, la quantité que tu auras misé, le résultat, ton risk-reward, c'est-à-dire combien tu as été cherché. Moi, je rajoute également le nombre de confluences, les confluences en question, la psychologie, qu'est-ce qui m'a fait prendre ce trade, est-ce que ma psychologie était bonne, est-ce que j'ai bien tenu le trade, est-ce que j'ai pas eu trop peur, et ensuite le PNL et la balance du compte. Alors pourquoi c'est important? Parce que parfois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on peut enchaîner des pertes sans comprendre pourquoi. Et c'est toujours bien de revenir en arrière et de regarder son journal et se dire attends, ok, j'ai pris tel trade, etc. En fonction du prix de l'entrée, du stop loss et du prix de clôture, on peut retourner sur TradingView, regarder, se dire ah ouais, ok, je l'ai pris comme ça, etc. Tu peux même, si tu veux, cliquer sur l'appareil photo ici, cliquer sur Copy Link, et après rajouter une colonne et mettre le lien de ton graphique TradingView directement dans ton Excel. Ce qui fait que toi, a posteriori, tu n'auras plus qu'à cliquer dessus pour te rappeler pourquoi tu avais pris le trade. Et donc, en faisant ça, ça te permet d'analyser tout ton historique de trading. Et quand on est dans une phase d'apprentissage, et même en réalité, moi je continue toujours à l'utiliser, c'est primordial pour pouvoir prendre du recul et s'améliorer. Et pas que quand on est dans une série de mauvais trades. Également, quand on est en train de gagner, on peut également se poser la question, tiens, qu'est-ce que je fais qui est bien, que je pourrais reproduire sur les trades d'après. Et donc ce journal, c'est un petit fichier Excel. Je te l'ai mis à disposition sur mon Discord. Tu vas dans ressources, outils, exchange. Et là, tu as le journal de trading exemple avec les exemples que je t'ai montrés. Et puis un journal vierge que tu pourras compléter avec tes trades. Également sur le Discord, je t'ai mis les livres que moi j'ai lus et que je trouve pertinents pour bien commencer dans le trading. Ils sont gratuits, t'as plus qu'à les télécharger. Et alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va faire une initiation à l'analyse technique. Et je vais te montrer les indicateurs que moi j'utilise et que moi je surveille pour prendre des positions. Alors tout d'abord, sache que le graphique, il va falloir l'afficher en bougie. Normalement au départ, tu auras une ligne comme ça, mais pour
pour trader, tu auras absolument besoin de l'afficher sous forme de bougie. Ça, les bougies japonaises. Et alors, si tu sais pas les interpréter, ne t'inquiète pas, je t'explique ça tout de suite. Alors, les couleurs par défaut, c'est vert et rouge. Je t'expliquerai après pourquoi moi j'ai mis blanc et bleu. Mais une bougie haussière est représentée par une bougie verte. Si elle est verte, ça veut dire que le bas du corps de la bougie, c'est le prix d'ouverture de la bougie. Le haut du corps de la bougie, c'est le prix de fermeture. C'est-à-dire qu'elle a ouvert ici, elle a fermé ici. C'est une bougie haussière. Et les mèches représentent les valeurs sur lesquelles le prix a oscillé pendant la durée de cette bougie. Et pour une bougie baissière, c'est l'inverse. Le prix aura ouvert ici sur le haut du corps et aura fermé ici sur le bas du corps. Et les mèches représentent les variations de prix pendant l'intervalle de la bougie. Et donc, on revient sur le graphique. Moi, j'ai affiché blanc pour une bougie haussière et bleu pour une bougie baissière pour la simple et bonne raison que pour le cerveau humain, le rouge, ça représente la couleur du sang et que donc, instinctivement, ça fait peur. Et quand tu as un graphique qui est très rouge, tu auras tendance à paniquer. Et comme moi, je préfère être le plus neutre possible, j'ai mis des couleurs qui ne vont rien évoquer à mon cerveau reptilien. Donc là, tu vois, moi, je commence mon analyse d'abord en weekly. Donc en vue semaine, c'est-à-dire que chaque bougie représente une semaine. Donc là, tu vois, on est en novembre 2022 ici, et je vais déjà identifier mes tendances ou mes zones de support et de résistance. Donc là, par exemple, je vais voir que ici, on a une belle ligne sur laquelle on rebondit parfaitement. Je vais zoomer un petit peu parce que moi, comme je t'ai dit, je fais du day trading et du scalping. Et là, je vais aller chercher l'ATH qu'on a effectué le 6 octobre. Et tu vois, depuis, on est coincé dans une sorte de petit range là, comme ça. Là, on monte, on descend, toujours un petit peu à la hausse. Moi, ce que je vais faire, je vais prendre l'outil Fixed Range Volume Profile. C'est celui que j'ai mis tout à l'heure en favori. Et je vais le tracer depuis l'ATH jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, regarde, il y a quelque chose de très éloquent. Et c'est notamment ce qui m'avait permis de prédire le trade à 8R que j'avais call sur le Discord. Le Volume Profile, en fait, il va afficher 3 niveaux. Le niveau du milieu en blanc, c'est ce qu'on appelle le POC, le Point of Control. Le niveau du bas en bleu, c'est le VAL, Value Area Low. Donc c'est le bas du range pour cette zone-là. Et le haut, c'est le VAH, le Value Area High. Et donc le POC, le Point of Control, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le fair price, c'est-à-dire le prix sur lequel le Bitcoin aura été le plus échangé sur toute cette variation. C'est pas une moyenne, c'est vraiment là où il y aura eu le plus d'échanges. Et donc c'est là où les acheteurs et les vendeurs auront le plus transigé. Donc c'est là le prix qui semble le plus équitable. Et donc vu que là je suis en daily, on va plutôt réfléchir en swing trading. Et pour du swing trading, comment on réfléchit? Quand le prix est au-dessus du VAH, on va chercher à shorter le marché. Et quand le prix est en dessous du VAL, on va chercher à long le marché. Donc tu vois là, il fallait shorter. Ici, il fallait long. Mais alors attention, parce que ces valeurs, elles sont propres à tout ce range-là. Mais au moment où on était ici, tu verras que c'était pas du tout les mêmes valeurs. Si je déplace à ici, tu vas voir que les niveaux ne sont plus du tout les mêmes. Et notamment le VAL, qui t'a cité à prendre un long beaucoup plus tard. Et donc si on regarde le trade que j'avais call sur le Discord, tu vois qu'ici, on était sur un VAL. En plus, on avait la ligne de tendance. Donc pour moi, c'était une forte zone de rebond. Et donc qu'est-ce que je t'expliquais? En dessous du VAL, on cherche à long. Au-dessus du VAH, on cherche à short. Et généralement, le POC, c'est à la fois une zone d'attraction, c'est-à-dire vers là où le prix va revenir, mais c'est également, si tu es en trade, une zone sur laquelle il est intéressant de prendre des profits. D'où le fait que je mette mon TP juste en dessous du POC. Bon, au final, le prix est même parti encore plus haut que prévu. Moi, très sincèrement, je pensais qu'on viendrait prendre la liquidité qui était située juste ici. Donc, allez, au mieux, il fallait mettre le TP sur ce niveau-là. Mais bon, prendre 8R déjà sur ce trade, c'était déjà très bien. Alors, tu vois, je t'ai montré tout à l'heure comment on faisait l'analyse technique. D'abord en daily, ensuite en 1 heure, pour essayer de capter un grand mouvement. Et moi, comme je t'ai dit, je fais du scalping. Donc, je prends des positions sur des time frames qui sont beaucoup plus petites. Donc là, si tu veux, cette analyse, elle m'a servi à avoir une vision plus globale et voir qu'effectivement, on était en tendance haussière. On fait des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Tu vois, on a cassé cette tendance baissière. Et donc, dans cette tendance haussière à moyen terme, j'ai essayé de prendre un trade dans le même sens. Donc, à la hausse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai zoomé en 5 minutes. Et donc, en 5 minutes, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'on était à la fois sur la ligne de tendance, à la fois sur la VAH. On venait de passer en dessous. Donc, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? On est en dessous, on cherche à long. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un pattern de retournement. C'est-à-dire que là, on est en train de descendre. Donc on fait des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas également. Là, on est en train de consolider et d'un coup, on pète à la hausse. Alors là, je me suis dit, bah écoute, on va tracer un petit Fibonacci. Donc c'est l'outil de retracement de Fibonacci. Cet outil, il se trace toujours de la gauche vers la droite. Donc j'ai pris le bottom ici jusqu'au top qui était là. Je vais l'étendre jusque là pour qu'on voit mieux. Et je me suis positionné juste au-dessus de la zone dorée là. La zone dorée, en fait, on appelle ça le ratio d'or. C'est la golden zone de Fibonacci. Ce sont des fractales, des mathématiques. Et le prix a souvent tendance à revenir retracer dans cette zone-là pour repartir après la hausse. Alors là, en l'occurrence, par rapport à du scalping, j'ai tradé plutôt large, puisque là, on a des bougies de 5 minutes et tu vois que ce trade a duré quand même plusieurs heures. Mais comme on était sur une grosse zone, j'ai préféré tabler sur un stop loss un peu plus large, tu vois, en dessous de la mèche qui était là, et aller chercher des profits bien plus importants. C'est vrai que pour du scalping pur, normalement, j'aurais dû me placer comme ça sur la zone dorée, ici,
avec un stop loss un petit peu en dessous de la mèche qui était là, de la bougie qui était là, et aller chercher 2, 3, 4 risk-reward ratio. Et là, tu vois, par exemple, on aurait pris 3,09. Donc ça, c'est un trade que j'aurais pris vraiment pour du scalping pur. Tu vois, du scalping, c'est vraiment des tout petits mouvements. Et là, tu vois, j'aurais failli me faire sortir. Mais écoute, pour du day trading, donc c'est un trade que tu ouvres dans la journée et que tu refermes dans la même journée, que tu vas pas laisser courir pendant la nuit, et ben, c'était une belle opportunité. Et là, sur ce trade-là, j'ai pris 8,27 fois mon risque. Et comme je risque 100 $, j'ai pris 827 $. Et tu vois, c'est pour ça que je préfère le scalping et le day trading. Parce qu'effectivement, quand tu ouvres une position, tu vas pas attendre plusieurs jours, tu vas pas aller dormir avec une position ouverte. Parce que les mecs qui étaient en swing trading, là, par exemple sur Solana, imagine le Solana, on était quoi là? Mois de septembre, on est passé de 253 $, on est descendu jusqu'à 192 $. T'as des mecs qui sont rentrés peut-être super bien ici, dans ces eaux-là, et qui se sont dit, bon, je vais parier en levier x2, c'est pas très risqué, et au moins ça me permet d'augmenter un petit peu mes gains. Donc ils ont absolument pas sizé, ils se sont mis un stop loss à peu près là, parce qu'ils se sont dit quand même, attends, regarde, pour venir toucher ce stop loss là, il faudrait aller quand même super bas, 180 $. Je suis rentré à 192, c'est plutôt safe. Allez, même s'ils sont mis un stop loss super large par rapport au bottom qui était là, ok. Tu vois, même, allez, ils vont se mettre sous ce bottom là, un stop loss à 150 $. 150 $, t'imagines? Ils se mettent comme ça en position, ils vont dormir tranquillement. Là, c'est des bougies d'une heure, hein. On peut même se mettre en daily, tu verras. Donc là, tu vois qu'ils ont dormi dessus pendant plusieurs semaines et ils se sont dit, bon, allez, Solana, sur ces clés, on va peut-être espérer faire 300 $. Donc en rentrant ici, avec un stop loss aussi large, tu vois, t'as une mèche qui est venue toucher leur stop loss. Pire que ça, si ce trade-là, il l'avait mis en levier x4. En levier x4, il suffit d'une variation de 25% dans le mauvais sens pour être liquidé. Et là, tu vois, sur cette variation, il y a 21%. Le problème qui s'est passé durant cette nuit-là, si tu as vu ma vidéo sur les réelles causes du crash, c'est qu'en fait, les market makers avaient supprimé tous leurs ordres d'achat du carnet d'ordre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait plus d'ordre d'achat pour soutenir le prix. Et le prix est descendu. Ce qui fait que même si ces traders-là avaient un stop loss à ce niveau, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de liquidité en face pour effectuer l'ordre d'achat, parce que là, un pari à la hausse, la clôture d'un pari à la hausse, c'est une vente. Et donc, pour clôturer ce trade avec un stop loss, il aurait fallu vendre au marché. Le problème, c'est qu'au marché, il n'y avait pas de liquidité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est parti plus bas sans déclencher les stop loss qui étaient sur la descente. Et donc, regarde, si on descend un petit peu plus bas, on arrive à 25%. Et la mèche est descendue même encore plus bas. Donc ces mecs-là, même s'ils avaient un stop loss et qui dormaient d'après eux tranquillement, eh ben ils se sont fait liquider. Je connais des gars qui ont perdu des centaines de milliers d'euros dessus. Donc quand on dit que le swing trading, il y a moins d'adrénaline et c'est plus stratégique, bon, tu me permettras d'en douter. Du coup, moi, clairement, je préfère le scalping. Hors de question d'ouvrir une position et de la laisser tourner pendant la nuit. Du coup, je vais effectivement faire du trade à la minute. Et alors, tu vois, là, je viens de te montrer comment fonctionnait le volume profile. Donc, comme je t'ai dit, quand on est au-dessus du VAH, on essaie de short. Quand on est en dessous, on essaie de long. Mais tu sais, tout à l'heure, dans mon journal de trading, je te parlais des confluences. Des confluences, ça va être des facteurs supplémentaires qui vont s'additionner pour donner à ton trade le maximum de chances de réussite. Et donc, plus il y a de confluences, plus il y a de chances que ton trade soit un trade gagnant. Et donc, comme je t'ai dit, bah là, regarde, on est au-dessus du VAH, on cherche un short, mais est-ce que c'est confirmé par ailleurs par une autre condition, par une autre confluence, un autre indice qui dit que ce trade-là, il est plutôt bon? Eh ben oui, regarde, j'affiche pas beaucoup d'indicateurs, mais parmi eux, il y a le RSI. Le RSI, ça veut dire Relative Strength Index. C'est l'index de la force relative d'un mouvement. Et on s'en sert pour quoi? On s'en sert pour dire que, effectivement, quand on est au-dessus de la zone grise, on est en surachat. Quand on est en dessous de la zone grise, on est en survente. Et donc généralement, si le RSI est en surachat, on essaie de chercher des shorts. S'il est en zone de survente, on essaie de chercher des longues. Et là, en l'occurrence, il n'était pas en surachat. Mais il y avait encore mieux, parce que le RSI, on s'en sert pas uniquement bêtement avec les zones de surachat et de survente, on va surtout l'utiliser pour les divergences. Et là, tu vois, regarde, ici, on a un prix qui fait un top là, tu vois, et là, le RSI, il est un top ici. Là, on fait un top qui est plus haut, le RSI fait un top qui est plus bas. Là, on fait un top qui est encore plus haut sur le prix, et le RSI fait un top qui est encore plus bas. Ici, on fait un top qui est encore plus haut que celui-ci, mais sur le RSI, il est plus bas. Et là, regarde, on fait encore le dernier top final, et non seulement il est plus bas, mais en plus, il n'est pas en zone de surachat. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix diverge. C'est-à-dire qu'on a un prix qui monte, alors qu'on a un RSI qui descend. Ça, c'est une divergence baissière. Donc, première confluence qu'on a, le prix qui est au-dessus de la VAH. Deuxième confluence, on a le prix qui diverge avec le RSI. En plus de ça, la bougie qui fait un top là, elle a une très grande mèche. Ça veut dire que elle a été fortement rejetée. Tu vois, on est arrivé ici, sur cette zone-là, il y avait énormément de vendeurs. Donc, le prix a été directement repoussé à la baisse. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Vu que nous, on cherche à scalper, à prendre des petites positions sur des petites variations, on va zoomer en 1 minute. Et en 1 minute, on va chercher à prendre position. Là, autour de cette zone-là, on a beaucoup de cafouillage. Finalement, ça part à la baisse. Ça aurait été un petit peu difficile de se positionner là-dessus parce que moi, généralement, j'aime bien me positionner quand le prix retrace, quand il remonte. Et là, on parie à la baisse. Donc là, on regarde, on trace une ligne de tendance. On a le prix qui rebondit une fois, deux fois, et là, on la traverse.
Et vu qu'on casse la tendance ici, on va tracer un Fibonacci au top qui est là, on va le tirer jusqu'au bottom qui est là, gauche à droite, du top au bottom, vu qu'on va chercher à shorter, donc du haut vers le bas. Et là, tu vois, regarde, la zone sur laquelle le prix retrace, eh ben, c'était une zone de short. Là, on prend l'outil short position, on se met sur la zone orange, le stop loss au-dessus du top qui est là, et là, on pouvait venir chercher jusqu'à 6R. Alors, en réalité, si on laissait vraiment courir le trade et qu'on faisait un peu de swing trading ou de day trading, regarde, en réalité, tu pouvais aller chercher beaucoup plus. Et bon, cela dit, moi, je fais du scalping, je me serais largement contenté de ça. Voire même peut-être 4R, et regarde, 4R en quelques minutes, c'était réglé. Et donc, 4R, c'est quoi? 4R, ça veut dire que là, sur cette variation, tu risques 100 $. C'est-à-dire que si le prix, au lieu de continuer à chuter, était monté et avait traversé la zone rouge à la hausse, j'aurais perdu 100 $. À l'inverse, vu que ça part dans ma direction, eh ben je gagne mon risk-reward, c'est-à-dire 100 $ multiplié par 4,23, donc 423 $. Et là, évidemment, tu vas me dire, ouais, mais Jay, comment je fais pour risquer effectivement 100 $ sur ce trade? Eh ben, c'est cet outil-là, justement, qui est super utile. Tu double-cliques dessus. Ici, tu vas paramétrer directement ton compte et le risque que tu es prêt à prendre. Là, j'ai mis 10 000 $ avec 1% de risque, ce qui veut dire que je risque effectivement 100 $. Mais en fonction de l'évolution de mon bag, imagine au bout d'un mois, je suis à, je sais pas, à 15 000 $. 15 000 $ cette fois-ci, en risquant 1%, et ben sur cette variation-là, je vais risquer 150 $. Et ça, sur le long terme, c'est un ratio à respecter. Ne pas risquer plus de 2% de son capital par trade. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu as un lose streak qui est trop important, si tu perds plusieurs fois d'affilée, bah ce sera beaucoup plus dur de te refaire quand tu risques beaucoup à chaque fois. Imagine que tu risques 10% par trade et que tu perds 5 fois d'affilée, tu as perdu la moitié de ton bag. Et pour te refaire, il va pas falloir que tu fasses plus 50%, il va falloir que tu fasses plus 100%. Donc que tu multiplies ton capital par 2, ce qui est énorme. Donc si tu veux être rentable à long terme, je te conseille de risquer entre 1 et 2% par trade. Après, tu peux très bien également mettre 100 $. Et donc du coup, risquer 1 $ par trade. Ou 1000 $ et risquer 10 $ par trade. 10 $ pour aller chercher 20, 30, 40, 50. De toute façon, même si les montants ont l'air petits et ridicules comme ça, en réalité, une fois que tu seras en position, la psychologie de l'argent va rentrer en jeu. Et que tu risques 1 $, 10 $, 100 $ ou 1000 $, je t'assure, ça sera exactement la même chose. Tu vas flipper et tu vas ressentir les mêmes biais cognitifs que tous les autres traders. C'est-à-dire l'effet de FOMO quand le prix part sans toi, la panique quand ça part dans la mauvaise direction. Crois-moi, dans tous les cas, il faudra que tu commences justement pour t'habituer à la psychologie de l'argent. Et alors là, tu vois, il y a le leverage. En réalité, sur cet outil-là, ça ne sert absolument à rien. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, sache juste que là, au lieu de mettre un pourcentage, tu peux mettre directement USDT et dire que tu veux risquer 10 USDT, 30 USDT, 100 USDT, comme tu veux. On va dire que tu veux risquer 100. Là, qu'est-ce que l'outil me dit? Il me dit, bah écoute, si tu veux risquer 100 $ sur ce trade-là, effectivement, il va falloir que tu mises 0,667 Bitcoin. Si tu veux effectivement prendre cette position-là. Le problème, c'est que 0,667 Bitcoin, ça fait combien? Ça fait quasiment 70 000 $. Est-ce que j'ai 70 000 $ sur mon compte? Absolument pas. Sur mon compte BingEx, je te montrais tout à l'heure, j'ai rien à cacher, j'ai 2859 $. Et pourtant, je peux prendre la position. Pourquoi? Parce que je suis en levier maximum x 125. 2859 multiplié par 125, ça fait un bag de 357 000 $. J'ai virtuellement 357 000 $. Et qu'est-ce que je t'expliquais tout à l'heure? Il faut que la taille de la position que je prends n'avoisine pas la taille totale de ma marge. La taille totale de ma marge, on a dit que c'était combien? 359 000 $. Et ma taille de position, c'est 0,667 Bitcoin. Donc à peu près 70 000 $. 70 000 $ par rapport à 359, c'est quoi? C'est un septième. Allez, ça va faire ça. Par rapport à tout ça, comme je te l'expliquais tout à l'heure, on est très loin de la liquidation. Donc là, sur ce trade-là, je n'ai aucun risque de liquidation. Si le prix remonte dans mon stop loss, je vais effectivement perdre 100 $. Et là, tu vas me dire, mais oui, mais Jay, mais moi, j'ai pas envie de risquer 100 $. Bon, ok, très bien, tu veux risquer 10 $. Très bien, 10 $. Allez, 10 $. Il me dit combien? 0,067. Bon, bah du coup, c'est facile, tu divises par 10. Et la position que tu dois prendre, elle n'est pas de 70 000 $, elle est de 7 000 $. 7 000 $, si tu as mis combien? 200 $ sur ton compte, on va multiplier par le levier, ça fait combien? 25 000 $. Donc toi, tu as 25 000 $ de marge et tu dois prendre une position de 7 000 $. 7 000 $ par rapport à 25 000, c'est quoi? Un peu plus d'un tiers. Donc si on le représente ici, ça fait quoi? Ça fait à peu près ça. Un tiers par rapport à tout ça. Bon, est-ce qu'on est loin de la liquidation? Évidemment. Donc, c'est une position que tu peux prendre en toute sécurité. D'où le fait que, en réalité, le fait de trader avec un très gros levier, ce soit plus safe que de trader avec un petit levier. Pourquoi c'est plus safe? Parce que regarde, imagine tes 200 $ là. Au lieu de les mettre en levier 125, tu te dis, bah non, 125 c'est quand même beaucoup. Je vais le mettre en levier 50. Ok, 50. 50 fois 200 $, tu as une marge totale de 10 000 $. Mais rappelle-toi, la position que tu dois prendre, elle est de 7 000 $. Donc 7 dixièmes, on est déjà à 70%. Et bien là, tu vois, déjà, c'est un peu plus risqué. Alors, je pense pas que sur cette position, on puisse se faire liquider, parce qu'on est quand même à 30% de marge restante. Mais tu vois,
plus tu diminues le levier, plus tu diminues ta marge totale, et donc en fait, plus tu rapproches ton prix de liquidation. Là par exemple, si tu as émis du levier x 40, eh ben regarde, tu as une marge totale de 8 000 $, 7 000 par rapport à 8 000, tu vois, on est plutôt par là. Donc je sais que les leviers, c'est très difficile à assimiler, mais si tu arrives à comprendre cette petite infographie, tu comprends tout de suite que en réalité, il vaut mieux trader avec un levier plus élevé. Mais attention, le plus important, c'est de sizer sa position, c'est-à-dire de mettre exclusivement, scrupuleusement, ce que l'outil nous dit de miser ici. Tu vois, il ne faut pas mettre un chiffre au petit bonheur la chance, il faut mettre le chiffre qui est écrit ici. Ce chiffre-là, il va être défini en fonction de ton stop loss. Tu vois, si par exemple, tu as émis ton stop loss ici au-dessus de la mèche, là, eh ben, il aurait fallu miser beaucoup moins. Puisqu'en fait, c'est une variation plus grande que tu vas chercher pour risquer 100 $. Et plus tu serres le stop loss, plus la quantité, elle est importante. Tu vois, là, il est beaucoup plus serré. Eh ben, il aurait fallu miser 0,12 Bitcoin. Si tu veux prendre cette variation comme ça, et miser 10 $ sur cette variation, eh ben, écoute, il aurait fallu miser que 0,014 Bitcoin. Et donc, ce à quoi tu dois faire attention, c'est que la taille de ta position ne soit pas trop proche de ta marge totale. C'est comme ça qu'on lisse, c'est comme ça qu'on normalise son risque. Et à chaque trade, tu pourras effectivement risquer le montant que tu auras décidé de risquer. Ah, petit bonus, voilà les paramètres de mon outil de retracement de Fibonacci. Ma zone dorée, elle est entre le 0,618 et le 0,666. C'est ce qu'on appelle le Golden Ratio. Et tu vois, je coche que ces deux-là. Et généralement, c'est une zone ultra fiable de retournement. Et alors ensuite, comment effectivement reporter ce trade sur l'exchange? Eh ben, c'est pas compliqué, tu vas regarder. Là, je remets le stop loss exactement là où je voulais, c'est-à-dire au-dessus de ce top-là, donc à 115 854. Tu vois, l'entrée du stop loss, elle est en rouge, ton prix d'entrée, il est en gris, et ton TP, il est en vert. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre à gauche mon TradingView, à droite mon interface de trading. Comme ça, j'ai tous les chiffres qui sont ici. Et là, regarde, je mets mon prix d'entrée en limite à 115 713. Le amount, donc là, je fais bien attention à ce que ce soit bien en BTC et pas en USDT. Donc en BTC, il m'a dit de miser combien? 0,071. 0,071. OK. Là, c'est pas le long TP, c'est le short. Parce que du coup, je vais short le marché, je parie à la baisse. Et mon stop loss, je vais le mettre à 115 854. Et donc, tu vois, la perte estimée, ce sera combien? 10 $, tel que je l'ai paramétré ici. 10 $. Ou 1% de 1000 $. Et donc, si le prix va dans mon stop loss, je perds 10 $. Par contre, si ça va toucher mon TP qui est à 115 078, et ben là, je vais gagner combien? Je vais gagner 45 $, puisqu'on est à 4,51 de risk-reward ratio. Et donc, en enchaînant les trades comme ça, en faisant un petit peu d'analyse technique, comme tu as vu, il n'y a pas grand-chose non plus, c'est pas sorcier. À la longue, à force de trader, on arrive non seulement à augmenter son win rate, c'est-à-dire ses chances de réussite. Généralement, on est entre 50 et 60%. Et tu vois, quand on va chercher 2, 3, 4, 5 R, et moi je t'ai déjà montré des trades à 8 R, donc c'est même pas exagéré, et ben on est en profit. Et c'est comme ça qu'on peut effectivement vivre du trading. T'imagines sur le trade que j'ai call la semaine dernière là, en risquant 100 balles, tu gagnais 800 balles. C'est ce que certains gagnent en une semaine. Toi, tu le gagnes en un trade. Et dans la foulée, j'avais call un autre trade où tu pouvais prendre 4 R, donc du coup 400 balles, donc 400 plus 800, 1200 balles en une journée. Mais attention, trading, c'est pas que du rêve. Si t'avais perdu ces deux trades, bah, t'aurais perdu 200 $. 200 $, c'est beaucoup quand même. C'est pourquoi moi je conseille toujours de commencer avec un petit capital. Et surtout, il faut utiliser les outils qui te sont mis à disposition. Regarde TradingView. Il y a un outil qui s'appelle Replay. Il est juste au-dessus. Tu cliques dessus. Ici, au lieu de Select Bar, tu vas choisir soit une date, soit une barre random. Et ça, c'est plutôt bien parce que comme ça, tu connais absolument pas la suite du déroulé. Parce que bon, si tu regardes souvent les charts, bah, à force, tu les connais par cœur. Donc pour te laisser un peu de suspense, tu te mets en random bar et tu regardes pas la date. Et là, tu vas imaginer, tu vas faire ton analyse technique. Ok, voilà, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois une tendance? Voilà, tiens, on voit que il y a une tendance qui est comme ça. Hop, ici, on reteste. Tu vois, là, elle avait cassé la tendance. On a consolidé. On part finalement à la hausse. On est rejeté sur la ligne. Bon, on peut imaginer être entré en position comme ça, avec un stop loss au-dessus de la mèche qui était là. Et puis là, on appuie sur play et on laisse le trade se dérouler. Et on regarde, est-ce qu'il aurait été gagnant ou pas? Et oui, effectivement, il aurait été gagnant. Alors après ici, tu peux augmenter la vitesse de défilement. Comme ça, tu sais plus rapidement si tu avais raison ou tort. Et ça, c'est complètement gratuit. Et donc, ça te permet de t'entraîner. Mais attention, garde bien en tête que ça reste un outil dans lequel il n'y a pas la psychologie de l'argent. Là, tu vas entraîner ton regard, tu vas t'améliorer en analyse technique, tu vas entraîner ta prise de décision, ta compréhension du marché, du mouvement du prix. Et ça, tu vois, il faudra le répéter plusieurs dizaines, voire centaines de fois pour voir si effectivement tu arrives à avoir une bonne vision, une bonne lecture du marché. Avant même de mettre le moindre centime sur un exchange. Attention, c'est pas parce que tu as vu une vidéo sur YouTube que ça y est, tu peux te lancer. Non, entraîne-toi en replay, tu as la chance d'avoir un outil qui te permet de tester à blanc, sans perdre un centime, des capacités de trader.
plaisir. Utilise-le. Des stratégies, il y en a des centaines, des milliers, voire peut-être même des millions. Et toi, tu vas me dire, bah oui, mais Jay, mais c'est quoi toi, ta strat à toi, celle que toi tu utilises? Moi, je vais faire exactement la même, je suis sûr que je gagnerai. Eh ben, pas forcément. Parce que dans mes débuts, pareil, j'ai essayé des strats par-ci, par-là, j'ai regardé un youtubeur par-ci, un youtubeur par-là, ou ce que j'ai vu dans les livres. Sauf que chaque personne voit les choses de manière différente. Quand je me suis lancé dans le trading, on m'avait dit, mais Jay, il faut que tu trouves ton propre edge. Je dis, mais putain, mais c'est bien, mais j'y comprends rien, moi, ça veut dire quoi ça? Trouver son edge. Alors son edge, c'est le point où je vais être le plus efficace, là où j'aurai un avantage sur le reste du marché. Et alors dit comme ça peut paraître un peu abstrait. Alors d'abord, j'ai essayé d'utiliser la stratégie de l'un, puis de l'autre, et puis après il y a un copain qui m'a tendu la main, il m'a dit, mais Jay, regarde, moi je trade comme ça marche plutôt bien, etc. Le problème, c'est que sa stratégie ne correspondait absolument pas à mon mindset. Lui, sa strat, elle avait effectivement un très fort taux de réussite, hein, plus de 90%, mais dans les 10% où on perdait tellement gros qu'on pouvait ravaler tous nos gains précédents, voire même perdre tout son capital. Et donc des fois il était super content, des fois il était en déprime totale, ou en stress total parce qu'il avait une position ouverte qu'il ne pouvait pas fermer, bah sinon il perdait trop. Et donc lui, il arrivait à trouver son edge là-dedans, mais moi non, parce que moi je ne réfléchis pas pareil, et je n'aspire pas à la même chose du trading. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai pas de recette miracle à te donner. Moi je te donne ce que j'utilise, les outils que j'utilise, ce que je regarde. Comme je t'ai dit, je regarde beaucoup le RSI, je regarde le volume profile, je vais utiliser également l'encorde VWAP. L'encorde VWAP, tu vois, il est juste là, ici, et tu vas la tracer depuis des points clés. Donc là, par exemple, depuis les 126 000 $, tu vois, elle est en train de descendre. Donc elle a bien réagi ici, hop, on était reparti à la baisse. C'était d'ailleurs là où j'avais call le short. J'avais call un long ici, un short ici. Et on peut aussi en tracer une deuxième à partir du bottom qui est là, tu vois. Parce que depuis ce bottom, on est en train de remonter tout doucement. Et là, tu vois, on est en train de la traverser, mais on est vite remonté, on a vite ravalé et on est en train de consolider autour. L'encorde VWAP, c'est un peu comme la VWAP. Alors la VWAP, pardon, c'est une moyenne mobile, mais qui est pondérée au volume. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les bougies sur lesquelles il y aura le plus de volume, tu vois, celle-là, ici, 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 elles vont avoir plus de poids dans le calcul de la moyenne. Ce qui fait qu'en fait, elle est quand même plus fiable qu'une banale moyenne mobile. Les moyennes mobiles, c'est un indicateur. Tu tapes EMA, tu vois, Moving Average Exponential. Donc ça, c'est une moyenne mobile classique. Moi, j'aime bien celle qui est pondérée au volume parce que je la trouve plus juste. Et après, il y a celle qui est en corde. Donc c'est celle qui est attachée à un point particulier. Donc celle-là, elle commence à partir des 125 000 $. Celle-là, elle commence à partir du bottom. Enfin voilà, je vais abréger parce que si je continue, la vidéo elle va durer 2 heures. Et pour conclure, si tu as vraiment envie de te lancer, tu t'entraînes en replay. Tu n'oublies pas de venir enregistrer tous tes trades dans ton journal de trading. Ça te permettra d'avoir ton win rate, donc ton pourcentage de win, mais également ton risque par trade, ton R moyen. Tu vois là, je suis à 1,9, mais bon, j'ai rentré des chiffres au pif là, juste pour l'exemple. Après, tu viens revoir ce tableau, et en fonction de ton win rate, tu vas regarder, bah écoute, là, j'ai peut-être 40%, on va dire, de win rate. Mon risk reward, il est de 2 pour 1. Ben, je suis en profit. Il n'y a que si effectivement, au bout de 100 trades, tu es en profit, voire peut-être break-even, que tu pourras éventuellement commencer à trader avec du vrai argent. Et même quand tu commenceras, je te conseille de commencer petit. Tu mets 100 balles, tu risques 1 ou 2 $ par trade, pas plus. Ça suffit à avoir la psychologie de l'argent et ça te permet de t'entraîner. Et une fois qu'effectivement, tu verras que ces stats sont confirmés même avec du vrai argent, là, tu pourras mettre un petit peu plus. Et tu verras avec le levier, si par exemple, à chaque fois que tu risques 2 $ par trade alors que tu avais 100 balles, bah regarde, la semaine dernière, j'aurais pu te faire gagner 12 R. Si à chaque trade, tu risquais 2%, c'est-à-dire 2 $, 2 x 12, 24 $. Donc avec un capital de départ de 100 $, tu aurais gagné 24 $. Donc 24% en plus avec seulement 2 trades. T'imagines, tu fais ça tranquillement tous les jours, peut-être pas 24% par jour, c'est beaucoup, mais imagine ne serait-ce que 5% par jour, bah tu doubles très rapidement ton capital de départ. Et c'est comme ça qu'on fait grossir un petit compte. Bon, j'espère que j'ai été clair. En tout cas, si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser directement en commentaire, ou tu peux également nous rejoindre sur Discord, venir les poser dans questions débutants. Tu vois là, on avait Pampoto qui savait pas très bien passer son Fibonacci, mais il est pas le seul, hein. On me pose plein de questions tous les jours. Si t'es vraiment motivé et que t'es perdu, n'hésite pas à venir échanger sur le Discord, on se fera un plaisir de t'aider. Et c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche-moi ton plus gros like, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, cheers!